Bonsoir à tous et à chacun et très heureuse de vous retrouver pour les comptes de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Nous avons le plaisir de recevoir l'habitué de cette émission, c'est Monsieur Raphaël Bolikango qui est secrétaire national du Parti de l'Unité nationale PUNA. Il est aussi secrétaire permanent de Force et allié à l'IDPS. Avec lui, nous allons parler de l'actualité qui reste dominée par la visite du ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba au Nord Kivu, ainsi que la poursuite des opérations électorales par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Voilà, Monsieur Raphaël Bolikango, bonsoir. Bonsoir, Maman Adèle. Je suis heureux encore de me retrouver parmi vous. Après un laps de temps, j'étais un peu en déplacement, mais je suis toujours content de revenir à mon dada qui est l'antenne A. Voilà, vous étiez où exactement et c'était dans quel but? Oui, j'ai fait un déplacement au niveau du Grand Équateur. J'ai fait le chef-lieu de Mbandaka et l'Issala, le chef-lieu de la province de Mongala. Nous sommes dans l'étape, vous savez que bientôt on doit déposer les candidatures au niveau de la CENI. C'était dans la perspective de faire la présélection et aller jusqu'à la sélection des probables candidats. Pour la députation nationale, c'est le 25 juin. Oui, ça commence à partir du 25 juin. La CENI, qui continue son bonhomme de chemin, venait à publier la périodicité de dépôt des candidatures qui s'étale du 25 juin au 15 juillet, donc il y a 40 jours. 20 jours où les partis politiques et les regroupements politiques, nous devons tamiser déjà nos candidats et les déposer au niveau de la CENI pour examen. La députation nationale couplée à la présidence et le Parti de l'Unité nationale, vous vous organisez comment pour avoir beaucoup de députés et pourquoi pas soutenir votre candidat qui est Félix Tshisekedi à la tête de ces pays? Oui, le Parti de l'Unité nationale, vous devez savoir d'abord que nous sommes un parti avant-gardiste, nous sommes expérimentés. C'est depuis l'aube de l'indépendance de la République démocratique du Congo que le PUNA existe. Nous avons participé et compétit à tous les scrutins depuis 1960. Et là, maintenant, il faut faire toujours des remue-ménages. Et là, nous sommes viables dans 21 provinces. Nous avons les présidents exécutifs provinciaux et il y a aussi les secrétaires nationaux qui sont chargés de stimuler, de booster. Et ainsi, on va récolter au niveau des centrales électorales des provinces qui va nous envoyer, nous transmettre au niveau de la centrale du secrétariat général autant de candidats et que comme nous allons en regroupement politique, au niveau de la députation nationale, c'est déjà confirmé, nous allons porter la vareuse force politique et sociale alliée à l'UDPS. Donc il y a une seconde étape où nous devons verser des candidats de PUNA dans la plateforme de regroupement force politique et sociale à l'UDPS FPAU. Voilà, ça bouillonne au sein de ces structures, le FPAI, dont vous êtes secrétaire permanent. Laurent Batoumona a quitté la tête de cette structure et maintenant c'est Élisée Bokoumwana qui est l'autorité morale de votre parti politique. Pourquoi ce changement? Oui, madame, c'est une question de cuisine interne. Maintenant, comme c'est déjà un problème qui est déjà rendu public, je vous dirais que les FPAU, c'est une plateforme politique et électorale dont l'autorité morale... Rémi Ménage intervient à 6 mois de la tenue des élections. Pourquoi? Il le faut, c'est un problème de recadrage. Maman, je vous dirais d'abord que les FPAU, il faut savoir que l'autorité morale des FPAU, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que vous comprenez bien qu'on dit force politique et sociale alliée à l'UDPS. Et tout ce que nous devons faire au niveau des FPAU doit être associé avec l'équipe de l'UDPS. Mais n'empêche cela, là je voudrais dire que pour le départ de l'honorable Laurent Batoumona au sein des FPAU, ça c'est dû à la normalité qui explicite que une personne ne peut pas diriger. Et pourtant, il était très performant. Oui, en tout cas, nous avons fait
bon nombre de chemins avec lui, mais surtout c'est toujours pour des raisons politiques, des convenances personnelles aussi. L'honorable Laurent Batoumona a un autre regroupement. Qu'est-ce qui lui a été reproché? Bon, on ne reproche rien, je vous dis, dans la normalité de la loi portant fonctionnement des partis et groupements, c'est aussi, il faut associer aussi la loi électorale qui dit bien que une seule personne ne peut pas diriger deux partis ou deux regroupements politiques. Dans le cas d'espèce, le coordonnateur général Laurent Batoumona se retrouvait au FPAU et ex aequo, il se retrouvait dans AMSC et dans un troisième regroupement AAP. Qui trop embrasse mal les trains. Je ne sais pas. Alors, ce qui fait que il ne pouvait plus continuer à être à la tête des FPAU et la coordination et la plénière des FPAU s'est réunie et avec la délégation du pouvoir et des instructions de notre autorité morale des FPAU, il y a eu le remue-ménage et que honorable Élisée Bokoumouana, qui était en deuxième position, qui était le coordonnateur général, le premier coordonnateur général adjoint, il prend officiellement la tête des FPAU et c'est lui qui va conduire la suite des événements des FPAU jusqu'à élire le chef, à élire le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc la présence d'Élisée Bokoumouana, ça promet à la tête des FPAU. Madame, je vous dis sans embâche, honorable Élisée Bokoumouana, c'est un pur sang UDPS Pouna. On reprochait une froideur au sein des alliés de l'UDPS. Oui, la froideur, c'est du moment où il y a eu des mosaïques. Il y a eu des mosaïques et le FPI s'est affaibli, on n'existait presque plus parce que au lieu qu'il y ait simultanément des éléments de FPAU, mais maintenant on était dans la danse des événements des mosaïques. Et les FPAU, vous savez que même le logo des FPAU, il y a la figure de Sphinx Limété, Étienne Tshisekedi. Alors, on n'apparaissait plus vraiment comme allié à l'UDPS. Qu'à cela ne tienne, les choses sont recadrées, l'équipe est costaud. Non seulement que Élisée Bokoumouana devient coordinateur général, l'équipe s'est renforcée avec des grands gabarits. Voilà, mais l'Union sacrée de la nation, dont votre parti politique est membre, dans sa configuration actuelle, vous trouvez qu'elle est-elle prête pour aller aux élections? Oui, madame, il y a un problème de seuil toujours, il faut conjuguer les efforts, parce qu'il y a non seulement le problème de seuil de recevabilité, là c'est un problème de payer les cautions, là ça n'empêche que quelqu'un peut avoir l'argent, mais le problème est au niveau de seuil de éligibilité. Là c'est 1% des sièges, 1% des suffrages exprimés. Vous savez que la CNI a rendu public le nombre de suffrages, le nombre des enrôlés. Nous sommes dans les 42 millions et d'habitude, avec les élections sur 42 millions, on peut se retrouver avec au moins 22 millions des votants. Alors vous voyez déjà 1% de 22 millions, c'est 220 000. 220 000 électeurs, ce n'est pas chose facile, avec cette multitude de partis politiques au-delà des 1000, et c'est aussi cette situation aussi des regroupements politiques qui sont en train de naître. Il faut en tout cas conjuguer les efforts pour atteindre le seuil le seuil d'éligibilité afin que... Donc si je vous comprends bien, la réélection de Félix Tshisekedi, c'est pas facile, vous confirmez l'Union sacrée? Madame, pour avoir la majorité déjà simple, pour la majorité simple, je suis confiant que le président Fati aura la majorité simple. Mais pour conforter, pour consolider son impérium au sommet de l'État pendant son deuxième mandat, afin d'éviter certaines déconfitures que nous avons constatées au gouvernement Ilunga Lukamba, il y avait des ministres qui ne respectaient pas l'ordre du chef de l'État. C'est ainsi que nous, pour consolider, nous voulons aller au-delà de 70% des votants et des parlementaires pour que cette fois-ci, dans son deuxième mandat, le programme d'action du gouvernement qu'il va édicter, que le chef d'État va édicter, soit en application. Voilà, il y a une réalité, les députés du Front commun
pour le Congo FCC ont séché le Sénat avant l'examen de la loi portant répartition de sièges. Ça vous inspire quoi, ces comportements? Oui, c'est un comportement régalien de l'opposition. Quand même nous, les alliés de l'UDPS et l'IDPS, l'opposition, la dynamique de l'opposition, le rassemblement, quand même lorsque nous étions dans l'opposition, on faisait aussi, on séchait les plénières du Parlement. Mais c'est un problème aussi de jauger. Vous savez que lorsque certains parlementaires sèchent la plénière, on reste maintenant à savoir, est-ce que les restants dans la salle ont la majorité simple, qui est de 251 députés nationaux. Vous avez vu que, nonobstant la sortie de certains parlementaires, ceux qui sont restés dans la salle, on parle de 262, si je m'abuse, non? Bon, disons, c'était déjà au-delà des 251 personnes. Alors, il va de soi par rapport au rouage parlementaire que la loi portant répartition des sièges est passée. Et il va de soi, Voilà, processus électoral, donc on a déjà épuisé la moitié de l'année. Il nous reste encore 6 mois. Mais vous, personnellement, vous êtes satisfait de la manière dont la Commission électorale nationale indépendante CENI, institution d'appui à la démocratie, est en train de conduire les opérations électorales? Madame? Parce qu'à Kwamuntu, l'enrôlement et l'identification va démarrer bientôt. Madame, nous pouvons que féliciter l'équipe de président Kadima. On n'avait pas donné, certaines personnes n'avaient pas donné beaucoup de chance à l'équipe de président Kadima. Et voilà que son agenda, le calendrier de la CENI est tant soit peu, pour beaucoup, c'est respecté. Vous voyez, l'étape la plus difficile était l'étape d'enrôlement. Vous voyez maintenant que les gens se sont enrôlés au-delà même de la fois dernière. Donc, c'est-à-dire, il a gagné son pari d'enrôlement, les objectifs sont atteints, et maintenant, là, ils ont publié la périodicité des dépôts des candidatures pour la députation nationale, et puis en août, ça sera pour le dépôt des candidatures des députés provinciaux. Et là, maman, je pense que pour la CENI, il n'y a pas de problème, mais l'incident que vous voulez faire allusion, ça, c'est l'incident au-delà de la CENI. Ça, c'est un problème de la défense nationale, un problème du gouvernement, un problème des FARDC. Quand vous parlez de ce qui se passe, des incohérences de la population au niveau de Kwamout et des belligérants au niveau de l'Est, ça, c'est un problème du gouvernement. Mais je pense que pour la CENI, il a tiré... Parce que malgré ces couacs, la CENI a quand même décidé sous peu de donner le go de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans ce coin de la République démocratique du Congo. C'est déjà quelque chose, vraiment, on félicite ça. C'est certainement avec le concours de VPM de l'intérieur. J'ai vu le VPM Peter Kazadi se rendre à Kwamout et les forces armées et la police nationale ont essayé de dissuader les belligérants et maintenant il y a moyen que la CENI effectue l'enrôlement. Mais je pense que c'est déjà quelque chose. Parce qu'avant, le territoire de Kwamout n'était pas compris par rapport à l'ère opérationnelle d'enrôlement qui s'est passé. Mais maintenant qu'il s'est déjà entré, il suffit seulement que la population qui veut participer aux élections regagne, vienne dans les centres de vote disposés. Et je pense que c'est déjà quelque chose. Je pense que ça sera aussi autant pour les territoires de Massissi et des autres territoires que je ne maîtrise pas tellement au niveau de Kivu. Merci beaucoup pour cet éclairage. Nous sommes en train d'échanger avec le secrétaire national du Parti de l'Unité nationale, M. Raphaël Bolikango. 2 mois après sa nomination et exactement une année après l'invasion rwandaise de Bunagana, Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense et ancien combattant, séjourne au Nord Kivu. Vous pensez que sa présence va influencer quelque chose par rapport à l'insécurité grandissante et l'inquiétude de la population qui est perturbée dans ce coin de la RDC? Madame, je tiens à féliciter d'abord le VPM
de la Défense nationale, le sénateur Jean-Pierre Bemba, pour sa bravoure et son sens de responsabilité à la charge que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lui a signé. Et c'était une très bonne chose. Je pense qu'il a commencé d'abord par voir au niveau de l'inspection générale des FARDC le contenant des officiers. Et maintenant, il a fait une descente sur terrain, in situ. C'est ce qu'il va de soi en tant que ministre de la Défense nationale d'aller in situ, de s'imprégner de la situation des militaires qui combattent et, en matière de logistique et en matière de stratégie. En tout cas, je le félicite et je l'encourage. Nous sommes derrière lui parce que dans cette émission ici, et des émissions antérieures, nous avons évoqué que le chef de l'État mette un ministre de la Défense qui a un sens de sensibilité, un sens de combat, et que Jean-Pierre Bemba a démontré, je pense que lorsqu'il était même avec MLC, et ils ont combattu avec RCD au niveau de Kisangani, et il maîtrise bien le coin Béni. Je connais, il avait siégé aussi à Béni à une époque donnée. Alors là, j'appuie Jean-Pierre Bemba, nous sommes derrière lui, que le gouvernement de Sama Lukonde, sous l'instigation de la présidente, vous êtes sans ignorer que la milice Codeco a tué près de 40 personnes au début de cette semaine. Madame, ce sont toujours des fractions, des rébellions qui commuent au niveau de l'Est. Là, vous parlez de l'Ituri. Mais je pense qu'il y a aussi parmi ces fractions des rebelles, il y en a qui aussi, de bonne foi, qui regagnent le camp de la patrie. Mais madame, je pense que il y avait un problème d'hommes. Je pense que les combattants qui sont en formation à Kitona et à Kanyamaka CC, je pense que d'ici là, lorsqu'ils vont entrer sur le terrain, j'ai vu aussi certains qui sont venus de formation de l'extérieur, je pense que Jean-Pierre Bemba n'est pas parti pour rien et avec la coopération militaire. Il a parlé de la paix, il a prôné la paix, mais n'est-ce pas un sabotage? Quel est le message? Vous comprenez ça comment? Au moment où le vice-premier ministre de la Défense séjourne au Nord Kivu, à Ituri, il y a des tueries perpétrées. Madame, nous avons beaucoup de poches de résistance. Quand vous parlez, l'Ituri c'est une autre province, le Nord Kivu, une autre province, voilà. Et puis, ce ne sont pas des états-majors opérationnels communs. Là, nous sommes toujours à l'est de la RDC. Oui, nous sommes toujours à l'est, mais je pense que, comme lui-même, le VPM Jean-Pierre Bemba siège à Goma, il va avoir tous les éléments nécessaires par rapport aux 3 provinces qui sont attaquées, nommément l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et je pense avec son équipe, son état-major, ils vont avoir des solutions à proposer à la hiérarchie pour qu'on mette fin, qu'on réduise à la plus simple expression ces fractions rebelles. Mais quel bilan faites-vous de Jean-Pierre Bemba à la tête de la Défense? Mais jusque-là, je vous dis qu'il y a eu déjà un réarmement, et un réarmement moral des troupes, et aussi une satisfaction au niveau de la population, parce que dans la spirale actuelle de la politique congolaise, je pense que le VPM Jean-Pierre Bemba, c'est l'homme qu'il faut à la défense nationale, vu son expertise, vu sa détermination, et sans oublier aussi, il y a les sangs des guerriers, les gens de haut. Donc ça compte aussi. Je pense qu'en tout cas, faisons confiance à Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, c'est une année déjà de l'invasion rwandaise à Bunagana. Madame, ça n'enchante personne. Madame, ça fait 1 an que nous sommes ici aussi, nous passons à travers votre émission. Cette histoire persiste, mais je vous dis, avec le nouveau VPM de la Défense nationale, en tout cas, il a plus de courage que celui qui a précédé. Là, je dois le dire. Et lui est un homme de terrain. Et celui qui l'a précédé, je ne l'ai pas vu
dans de telles actions, descendre in situ. Mais nous encourageons Jean-Pierre Bemba. Là, les accords de Nairobi, de Bujumbura, de Luanda sont à revoir si on tient compte du fait que Bunagana est toujours sous la contrôle de M23, de l'armée rwandaise. Madame, qu'à cela ne tienne, vous savez déjà que quand vous parlez par rapport à ces communautés-là, vous savez déjà que la CAC, il y a eu la dernière séance à Luanda, dernièrement ici, où la CAC doit quitter la RDC en fin juin. Donc vous voyez déjà que on est en train de recadrer, parce qu'on a déploré le problème de la CAC avec son commandant là, le Kenya là, où je pense même le chef de l'État a doigté le comportement de ce commandant-là de la CAC, et nous avons déploré que la CAC dégage et qu'il est convenu que la CAC doit dégager. Mais le mandat de la CAC, le mandat de la CAC a été renouvelé. En matière de cantonnement, je pense, si je ne m'abuse, c'est en matière de cantonnement des fractions rebelles, mais pas en matière de tampon ou d'être expéditif, quoi, dans ce sens-là. Donc il y a quand même, parce qu'on peut pas, nous sommes quand même membres de la EAC, on est sur membre de la EAC, mais en ce qui concerne la coopération militaire, n'est-ce pas que la RDC est en train de comploter avec ses ennemis? Non, madame, vous savez, hein, parce que tous ces pays voisins de l'Est quand même sont suspects. Non, maman Adèle, là vous avez raison. Nous déplorons ça toujours. Mais vous savez toujours, on dit qu'il faut approcher son ennemi, tout consort, pour savoir ce qu'il colporte. Et d'aucuns pensent que le chef de l'État, par rapport à la situation de l'Est et les différents accords, c'est comme s'il dit une chose et son contraire. Madame, ce sont il avance d'un pas pour reculer de 2 pas. Madame, ce sont les contraintes diplomatiques, parce que ce sont des conventions de partenariat aussi. Donc, on essaye, et les amis qui veulent nous aider, les pays voisins, les pays amis, oui, on se convient, mais lorsque ça ne marche pas, on se rétracte. Hein, nous sommes des hommes. Si l'œuvre est faillible, on se rétracte. Hein, si ça n'a pas d'avantage par rapport à notre objectif à atteindre, on se rétracte. Donc, si je vous comprends bien, la visite du vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba à Goma, aura-t-elle un impact sur la paix à l'Est? Oui, et il va revenir avec un cahier de charges qu'il va soumettre au chef de l'État et à la commission de la défense de l'Assemblée nationale, même à la, comment on dit ça, la magistrature, non, c'est la commission de la défense, oui. Ils vont tamiser sur ça et ils vont proposer des solutions au chef de l'État. Vous savez, c'est un problème complexe, hein, madame. Et maintenant que nous voulons contenir, maîtriser la situation, et que nous devons tenir compte de ce qui s'est passé. Vous savez, vous me dites que le problème de Kivu, ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, mais nous voulons que ça termine avec Félix Tshisekedi. Et ça doit terminer avec Félix Tshisekedi avant qu'il termine son 2e mandat. La RDC doit recouvrer toute sa superficie reconnue par la communauté internationale, qui est de l'ordre de 2 345 000 km². Mais M. Raphaël Bolikango, le gouvernement Sama Lukonde II aspire confiance. Vous pensez que ce gouvernement donne l'espoir dans la gestion du pays? Madame, c'est un peu difficile, hein, c'est controversé, mais je sais que le gouvernement Sama Lukonde, avec son groupe des Warriors, il fait au possible, mais je vous dis, madame, maman Adèle, n'eût été les troubles de la guerre au niveau de l'Est, le gouvernement Sama Lukonde allait tirer son épingle de jeu d'une manière visuelle. Parce qu'il n'y a pas que l'Est, mais non, il y a Kwamuntu aussi, la résurgence des atrocités, des conflits, ainsi de suite. Il n'y a plus que l'Est, on ne compte plus l'Est, là où il y a l'insécurité, il y a la guerre, mais il y a aussi Kwamuntu. Madame, moi je dis que ça le problème prend des allures inquiétantes. Non, madame, le problème de Kwamuntu,
ça va plus poser de problème. Le fait que le VPM Peter Kazadi s'est rendu, parce que la base arrière ces rebelles de Kwamut, c'est de l'autre rive de Congo-Brazza. Le VPM Peter Kazadi s'est rendu à Brazzaville, accompagné de son collègue de Congo-Brazza. Ils se sont rendus sur le lieu et maintenant je pense qu'il y a une ceinture de sécurité par rapport à la fluidité, au trafic des riverains. Donc je pense là, ils sont déjà coupés par leur base arrière au niveau du fleuve et je pense que de l'autre côté aussi, ce sont des stratégies militaires. Mais pour Kwamut, c'est bientôt avec ces histoires de Mobundo qui sont déjà en train de dénoncer leurs mentors et surtout ici à côté de Kinshasa, je pense que ça ne tiendra pas et on va extirper cette situation dans un laps de temps. Et sachez que Kinshasa est bouillant. Vous savez que les Rwandais à l'époque avec leurs troubles qu'ils ont entrés à Kinshasa, la population s'en est chargée d'eux. Il ne faut pas oublier. Hein. Donc Kinshasa est derrière Fachi et derrière le gouvernement Sama Lukonde, lesquels nous comptons qu'avec ce gouvernement, les piliers de la République pourront être bien posés par rapport au secteur social, par rapport au secteur économique et aussi améliorer le secteur de l'éducation. Voilà. Une autre information pertinente, c'est le chef de l'État a séjourné en Chine. Vous pensez que cette visite s'inscrit dans le cadre de la revitalisation de la coopération RDC-Chine? Maman Adèle, là, je dirais au chef de l'État, très bien joué. Parce que nous avons dit ça ici, dans votre plateau, que nos amis habituels là, ils ne sont plus vraiment avec nous d'une manière comme un agapé. Ils sont devenus trop héros. L'Occident, la France, les États-Unis, tout consort, parce qu'ils tirent leurs ficelles derrière ces dinosaures, ces multinationaux qui sont en train de piller nos richesses. Et nous avons demandé au chef de l'État ce qu'il a appliqué, de se tourner vers l'Est, vers la Russie, vers la Chine, vers la Corée, vers la Turquie. Et ce sont des nouveaux pays industrialisés, des NPI. Donc je pense qu'il a bien joué pour revitaliser la coopération la République démocratique du Congo avec la Chine. Mais ça, ce n'est pas chercher la petite bête aux grandes puissances comme les États-Unis et autres. Non, non, madame, ce n'est pas une première. Si nous revenons un peu, si mes souvenirs ne m'échappent pas... Défier la communauté internationale, vous connaissez la suite. Hein? Mais ces pays sont pas... Ce qui est réservé aux chefs d'État africains qui défient la communauté internationale. Ouh, maman. Il n'y aurait pas la suite. Maman, le Mali a chassé les Français. Les Maliens ont chassé les Français. Et puis là, au niveau de l'Est, je pense que le chef de l'État africain qui ont tenté de se comporter en indépendant, je prends l'exemple du président tanzanien, vous connaissez le sort. Madame, mais piller, il en restera toujours quelque chose. Le président français, quand il a fait sa dernière tournée ici en Afrique, vous voyez maintenant que la politique de France-Afrique a changé de connotation. Vous voyez, on a tapé sur des casseroles au Gabon. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a un remue-ménage, il y a une revitalisation de la coopération de l'Afrique avec nos partenaires européens et américains. Mais je vous dirais que, maman, c'est une bonne initiative si nous avons... Parce que là, je dis que depuis Maréchal Mobutu, ce n'est pas seulement Félix. Donc c'est une nouvelle ère de la coopération sino-congolaise. Mais maman, vous savez qu'on était encore jeune, mais ce n'est pas seulement Félix, c'est une revitalisation. Pourquoi? Parce qu'avec le Maréchal Mobutu, il était parti à Chine à l'époque de Mao. Vous savez la chanson « Mobutu accueilli la Chine ». Mao ayebisiye, Mobutu yo courageux. Alors maintenant, c'est une nouvelle ère, comme vous dites. Fachi Béton accueilli la Chine, a coûté un président de la Chine, c'est que Masolo est comme revitaliser la coopération. Avec Mobutu, c'était la coopération agricole avec les Chinois. Il y avait la coopération en matière d'infrastructure. Nous avons les palais du peuple, nous avons les infrastructures. Donc, Fachi est allé
continuer, poursuivre, faire confiance pour que la coopération soit remise en scène. Monsieur Raphaël Bolikango, on se souvient quand même pendant la Deuxième République, il y a de ces contrats noués avec la Chine, entre autres le contrat relatif aux constructions de routes et consorts, mais c'était des routes de quel État? Non, pas tellement, maman. Il faut tenir par rapport au marché Mobutu. À l'époque du marché Mobutu, avec les contrats avec les Chinois, ça marchait bien. Mais lorsque l'AFDL est venu entrer, vous vous souviendrez que lorsque l'AFDL est entré, il y a eu les camions, donc la logistique militaire qui venait par des paquebots. Donc, Mosé Kabila a récupéré la logistique commandée par le maréchal Mobutu, ce qui était même le charroi automobile des phares d'essai à l'entrée de l'AFDL. Donc, mais il fallait renouer, c'est-à-dire qu'avec Mosé Kabila, qui avait rejeté toutes ces coopérations-là, et Joseph Kabila qui essaie un peu de reprendre ça. D'ailleurs, il est docteur honoris causa de l'université de la Chine. Il a essayé de renouer ça, mais je pense que cette fois-ci, avec Félix Antoine Tshisekedi, il est parti avec un groupe de plus de 10 ministres, parce qu'il y a différents secteurs, les secteurs miniers, les secteurs d'infrastructure. Maman, je pense que dans la chance, parce qu'il y a eu des contrats. Mais parce que ne pas refuser de faire la paix avec les États-Unis d'Amérique, le Rwanda, qui est soutenu par les États-Unis d'Amérique, ne nous laissera pas en paix. Madame, on n'a exclu aucune coopération, soit-elle. Les États-Unis, la France sont toujours avec nous. Tous ces pays anglophones de l'Est de la RDC vont nous priver la paix. Pourquoi? Parce qu'ils seront manipulés par les États-Unis. Pas nécessairement, laissons voir les choses, mais pas nécessairement, parce que s'il en sera ainsi, eux aussi vont en souffrir. Mais pourquoi pas la RDC proposer aux États-Unis d'Amérique plus, par exemple, pour gagner leur confiance et faire la paix avec tout le monde? Non, la RDC n'est pas en conflit avec quelconque conflit d'intérêt. Mais oui, maman, quand on parle de conflit d'intérêt, aujourd'hui on dit quoi? On dit quoi au niveau de OADA? On dit quoi au niveau des affaires? On dit c'est winner-winner. C'est du winner-winner. On n'est plus dans une coopération de paternité. D'ailleurs, lui-même, le président de la France, là, il a dit ça dernièrement, qu'ils veulent voir les choses autrement. Ils veulent coopérer avec l'Afrique autrement, que la coopération avec l'Afrique n'est plus comme une coopération de paternalisme. Donc voilà, ce que nous ne voulons plus en Afrique. Nous voulons une coopération win-win. Voilà. Et là, c'est une bonne chose. Nous n'avons pas... nous avons peut-être, madame, nous sommes presque un continent. Nous avons beaucoup de potentiel. Et il n'y a pas de monopole. Notre problème ici, on ne monopolise plus. S'il y avait un monopole d'un secteur donné à une certaine nation, non. On est ouvert à toutes les nations contenues au sein des Nations Unies. Voilà. Voilà, nous évoluons, M. Raphaël Bolikango. Ces derniers temps, on assiste à des arrestations des opposants à RDC. La récente arrestation, c'est de Salomo Kalonda. Vous trouvez que cette arrestation est arbitraire ou conforme à la loi? Madame, c'est une affaire judiciaire. Nous, la population, nous nous contentons des informations médiatisées. Vous savez, nous sommes dans une étape d'enquête au niveau du parquet général. On n'a pas des informations. Nous sommes pendant l'enquête. Je me retiens de donner un quelconque commentaire là-dessus. Nous n'attendons que le résultat des enquêtes judiciaires. Voilà, parce que, sauf imprévu, ce samedi 17 juin, l'opposition projette encore un meeting en la place Sainte-Thérèse, toujours en guise de dénoncer, entre autres, la vie chère et ainsi de suite. Vous saluez l'initiative? On ne peut pas s'en passer quand même de l'opposition, M. Raphaël. Madame, le statut portant organisation et fonctionnement de l'opposition politique en République démocratique du Congo est bien effective. Alors, il faut comme seulement, il faut donner aussi un certain espace à l'opposition, mais seulement qu'il faudra que ça soit ordonné, parce que l'opposition est appelée à booster le gouvernement. Mais il va de soi. Moi, je dirais que c'est déjà une pré-campagne. Pour moi, je dis, maman, c'est une façon, pour moi, ce meeting-là de Njili,
c'est pour faire la pré-campagne. Moi, c'est ça. Et la sortie officielle de l'Union Sacrée au Stade des Martyrs, vous comparez ça à quoi? La sortie de l'Union Sacrée au Stade des Martyrs, oui, c'est pour parce consolider. Que tout a été déjà fait à l'hôtel, au Fleuve Congo Hôtel. La particularité du Stade des Martyrs, l'activité du Stade des Martyrs pour l'Union Sacrée, c'était dans quelle optique? Mais la particularité de la sortie de l'Union Sacrée au Stade des Martyrs, c'était de façon populaire pour rendre l'Union Sacrée d'une façon au niveau de la population. Et vous savez que ça n'a pas créé des incidents. Notre problème au niveau de l'opposition, je pense qu'il doit s'arranger toujours avec le gouverneur et le commandant de la police de la ville. Parce que le problème, c'est un problème de dérapage. Mais vous savez que c'est ça le problème de sécurité, maman. Un problème de dérapage. Bon, qu'à cela ne tienne, ça dépend du gouvernement de la ville, du gouverneur de la ville et des services de sécurité de s'entendre avec les ordinateurs. L'autre problème, c'est d'éviter les dérapages. Parce qu'il y a toujours des badauds, des petits koulounas qui... Non, mais lorsque, M. Raphaël, lorsque quand même on autorise 3 mouvements de protestation ou 3 mouvements, 3 marches le même jour, n'est-ce pas favoriser les conflits, n'est-ce pas favoriser le problème? Maman Adèle, je vous en prie, c'est une situation qui est déjà passée, une situation antérieure, et que les services ont tenu. Nous parlons compte de ça parce qu'il faut quand même la police. Mais ce n'est pas appuyé. Les non, non, là, je n'encourage pas ça. Parce que le 17 juin, l'opposition. Non, mais s'il faut dire vrai, s'il faut dire vrai, en toute âme et conscience, moi, si je suis gouverneur de la ville, je ne peux pas autoriser 3 camps en un même jour. Vitaïma, Nabilima, sur la rue. Voilà, ça c'est pas. En tant que Quinois, je ne peux pas tolérer ça. C'est question seulement d'ajourner, de donner chaque fraction sa journée pour qu'elle soit contrôlée. Mais je pense que je n'encourage pas ça pour que la prochaine fois, ça se passe encore. Il faudra qu'on crée un climat de détente parce que nous sommes tous le peuple congolais. Voilà, merci beaucoup, M. Raphaël. Nous allons parler maintenant de votre parti politique qui est PUNA, Parti de l'Unité Nationale. Où vous en êtes exactement avec l'implantation de votre parti politique dans l'ensemble du territoire national? Merci, Mme Adèle. Il faudra dire que le Parti de l'Unité Nationale PUNA, dont l'autorité morale est Élisée Boukoumana Maposo, vice-ministre du budget. Vice-ministre du budget, autorité morale. Et je vous dis que nous ne sommes pas seulement aussi en République démocratique du Congo, nous sommes aussi au niveau de l'Europe. En France, nous sommes là à Rennes, et nous avons une représentation à Rennes, et nous avons une représentation à Bruxelles aussi, et nous avons une représentation en Hollande, et bientôt nous allons avoir une représentation au niveau des États-Unis, en Caroline du Nord et à Michigan. Pas, le parti a été créé par Jean-Didier Bolikango en 1960. En mars 1960, avant la prise... avant la déclaration, la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'était le 30 juin. D'ailleurs, nous sommes au mois de juin. Aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de juin. Donc, je pense que dans 1-2 semaines, dans moins de jours ici, nous allons avoir le 63e anniversaire de la République démocratique du Congo. Je pense qu'au niveau du chef de l'État, au niveau du gouvernement... Jean-Didier Bolikango, surnommé le père de l'indépendance. Oui, je pense que nous faisons toujours un plaidoyer pour que la mémoire du fondateur du PUNA, père de l'indépendance, Jean-Didier Bolikango, soit commémorée et que nous avons continué notre plaidoyer au niveau du chef de l'État et du gouvernement pour réhabiliter la mémoire de Jean-Didier Bolikango en ce qui concerne un monument, mettre un monument à Lissala et à la commune de Bolikango dédiée à Papa Bolikango qui se trouve à Lissala. Et je pense que ça sera de bonne loi. Et voilà. Donc une bonne fête d'indépendance à tout le peuple congolais et que Dieu et les ancêtres aident nos gouvernants pour que le peuple congolais uni autour de notre emblème, nous retrouvons un peu d'espoir, nous retrouvons un peu nous reprenons un peu notre vie quotidienne de social et qu'on ait un peu une satisfaction, qu'on ait un petit sourire, comme disait
un certain député national, Pessa Congolais sourire. Conformément au calendrier électoral, la convocation de l'électorat pour la députation nationale est prévue pour ce 25 juin. Le parti de l'unité, vous vous préparez en conséquence, vous allez aligner, si c'est un secret pour personne, combien de candidats? Nous avons la centrale, Maman Adèle, merci. Nous avons nous dormons pas sous nos lauriers. Au niveau du Puna, nous avons la centrale électorale qui est déjà en fin de travaux. Nous sommes dans les... au niveau du parti, nous sommes déjà près de... Nous allons atteindre déjà le seuil de recevabilité. Nous sommes dans les environs des 270 candidats que nous avons. Mais il faudra savoir que le Puna ne part pas en tant que parti politique comme tel. Nous partons en regroupement. Nous allons verser nos candidats, nos 270 candidats au niveau des FPAU. Sachez que là-bas aussi, il y a aussi des partis politiques et des regroupements politiques qui vont déposer aussi leurs candidats. Et il y aura la centrale électorale des FPAU qui va examiner et disposer de la liste des candidats retenus. On peut aller jusqu'à 500, mais à notre niveau du parti, seul niveau de notre parti, nous sommes déjà dans les 200 quelques candidats. Donc, mais il faudra tamiser pour jauger la qualité des candidats, parce que nous comptons sur la qualité. Il faut dire qu'il y a des candidats qui sont acceptés par la population, et les candidats qui ont pignon sur roue. C'est ça notre modus vivendi. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions et d'avoir participé à cette émission. Un message particulier, on n'a pas dit quoi, un peu de mots pour clôturer. Le message, d'abord au niveau de notre parti de l'unité nationale, je demande à tous les membres du parti d'être en instance d'élection. Donc il faut, tous les états-majors du Puna, d'où qu'il soit, il faudra que vous déposez vos listes à temps, parce que nous devons respecter le temps. Et puis, sachez que nous allons partir avec le regroupement FPAU et le travail va être titan. Le chef de l'État qui ait confiance au FPAU dans sa nouvelle configuration et que je pense que... Vous êtes en nouvelle configuration, vous êtes en train de peaufiner aussi des nouvelles stratégies. Mais c'est une évidence, voilà, c'est une évidence. Il y a beaucoup de gabarits qui sont entrés. Nous avons les honorables Bitakwira, les honorables Roli Lelo, Maman Stéphanie Mbombo, de Cric, et Fanny Bomandeke. Et je vous dis que Tchefou, donc la liste est non exhaustive, je vous épargne de ça. Le FPAU a repris un regain de force. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Fidèles téléspectateurs, nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission bi-hebdomadaire, Le Rendez-vous. Vous avez aimé l'émission? Remerciez de prime abord la chaîne de référence et ensuite les preneurs de vue. Moi, je remercie particulièrement mon réalisateur Ange Kessa et je vois Nana Kalambay qui était derrière la caméra et monsieur Osé Dokolo à la régie finale, sans oublier Papa Ndonga. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver en rediffusion le mercredi à 12h30 heure de Kinshasa. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à toutes et à tous.